Ah, la belle époque, ces petites ombrelles, ces calèches et ces cabarets macabres. Aujourd'hui, je vous emmène aux portes de l'enfer à travers 3 cabarets parisiens mythiques, le néant, l'enfer et le ciel, précurseurs des restaurants à thème et tous disparus aujourd'hui. On est à l'orée du quartier de Montmartre, sur le boulevard de Clichy, entre Pigalle et Blanche, donc là où il y a tous les sex shops aujourd'hui, il y a près de 130 ans. C'est un coin qui accueille tout un tas de cabarets dits artistiques, notamment le Chat Noir, dont vous avez sûrement déjà vu l'affiche, et bien sûr le Moulin Rouge. Mais bientôt le quartier va frémir avec l'ouverture de plusieurs établissements d'un genre funeste, les cabarets de l'au-delà. En fait, 2 cabarets ayant pour thème la mort ou l'enfer, et un au contraire qui sera thématisé autour du paradis. Alors pour les dates exactes, c'est compliqué, it's complicated, Wikipédia et moi on n'est pas tout à fait d'accord, et tous les articles ont repris cette date d'ouverture de 1892, moi je dis 1894, je décale de 2 ans, rien à foutre, j'ai suffisamment geeké sur des articles de presse de l'époque pour vous affirmer qu'il n'y a aucune trace de ces cabarets avant cette date. Le cabaret du néant, le premier de ces 3 établissements, ouvre donc en 1894 par un illusionniste qui s'appelait d'Orville et qui voulait parodier ce qu'on appelle l'esprit fin de siècle, qui était une espèce de pessimisme ambiant qui était prégnant à l'époque, surtout dans l'art et la culture, et battre en brèche les superstitions et les idées reçues autour de la mort. On va voir un petit peu plus tard qu'il s'est peut-être un petit peu trop pris à ce jeu-là. Mais on va tout de suite rentrer ensemble dans ce cabaret, c'est ça qui nous intéresse, on va se plonger dans cette ambiance qui se veut lugubre et se mettre dans la peau d'un client pour vivre l'expérience qui était proposée. Alors pour commencer, on est accueilli par un croque-mort, normal, qui nous fait entrer dans ce qu'ils appelaient la salle d'intoxication, donc le bar en fait. Les lustres sont en ossements, les tables sont des cercueils et les murs sont tapissés de citations tout à fait inspirantes du type « La vie est une sottise que la mort répare ». Les clients sont d'ailleurs appelés des asticots de cercueil, ça fait toujours plaisir. Alors après avoir bu un premier coup, on va pouvoir choper des cierges à 10 francs quand même, les affaires sont les affaires, et on va passer à la lumière de notre flamme dans la salle d'incinération. C'est là où va se dérouler le spectacle principal, on va proposer à quelqu'un de l'assistance de se mettre dans un cercueil et on va le voir se décomposer sous nos yeux jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son squelette. Jules Claretti, dans la revue Les Annales politiques et littéraires, nous raconte très précisément le déroulé de ce spectacle, dialogue compris. Nous voici donc entassés dans un caveau humide et sombre, l'air du miserere de Gregorio Allegri retentit et l'impresario prend la parole. Allons mes frères, y a-t-il parmi vous des gens mariés ? C'est une occasion unique de goûter par avance les délices du veuvage. Voulez-vous voir votre mari disparaître, ma sœur ? Voulez-vous voir verdir votre légitime épouse, mon frère ? Sacrifiez-vous, allons, montez. La mort vous attend. L'auteur ajoute aussi son ressenti au cours de la soirée. On riait, mais ça et là, les rires avaient quelque chose de strident et d'hystérique, sonnaient faux comme le tintement d'un cristal brisé. Personne ne bougeait. Cette parodie de la mort en imposait même à ce ramassis de blasés. Mais l'impresario continue. Regardez, regardez bien, vous allez voir votre frère se dissoudre après avoir verdi, sa chair disparaître et faire place à son squelette. Songez mes frères, que voilà le sort qui vous attend peut-être tout à l'heure, en sortant d'ici. Pensez aux pneumonies, aux apoplexies, congestion cérébrale, angine de poitrine, rupture d'anévrisme et autres morts qui vous guettent. Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'on est peut-être passé de quelque chose qui se veut parodique à en fait un discours qui est vraiment cynique et hyper malaisant. Et évidemment c'est pas du goût de tout le monde, Le journal Le Soleil écrit « Quelques cerveaux malades ont imaginé d'ouvrir sur les boulevards extérieurs un cabaret du néant. Eh bien, s'ils trouvent des consommateurs assez dépourvus de sens moral pour enrichir l'entrepreneur de cette fumisterie macabre, attendons-nous au néant de tout, de l'amour, de l'art et de la gloire. Ce décadentisme d'un genre nouveau provoque le dégoût. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. » Et assez vite, le cabaret se taille une sale réputation, On dit de lui qu'il est fréquenté par des hystériques et des névrosés, et ça devient suffisamment grave pour que le proprio ait à se justifier dans la presse en se fendant d'un communiqué. Le cabaret du néant étant le seul établissement de l'Europe qui ne fasse jamais de réclame, informe le public qu'il est éminemment anti-artistique et qu'il fut créé dans l'unique but de gagner de l'argent à son tenancier. Donc le gars doit préciser que non mais moi si je fais ça c'est juste pour gagner de la thune les gars, donc calmez-vous. Mais alors comment Coqui faisait pour pratiquer telle magie noire et transformer les gens en squelettes ? Eh bien l'effet qui a été utilisé pour créer cette illusion s'appelle le fantôme de Pepper, ça a été inventé dans la seconde moitié du 19e, donc il n'y a pas si longtemps à l'époque, et c'est devenu aujourd'hui un grand classique. C'est une technique qui en très gros consiste à projeter une image sur une surface transparente comme une plaque de verre,
et qui permet alors de faire apparaître ou disparaître des objets. On voit ici comment c'est fait et en fait c'est plus une réflexion qu'une projection, mais ça marche très bien et on retrouve ce même principe notamment dans le Phantom Manor de Disneyland pour la fameuse scène du bal, mais c'est aussi comme ça que Madonna a pu chanter sur scène avec Gorillaz par exemple. Bien que ce show soit l'attraction principale, il y avait aussi d'autres représentations dans d'autres caveaux qui reposaient toujours sur le même principe, notamment une qui consistait à déshabiller une femme virtuellement, donc sans qu'elle comprenne vraiment ce qui lui arrive. Amis du bon goût, bonjour. En tout cas, avec toutes ces émotions, on commence à avoir un petit creux, dis donc, et on va pouvoir donc passer à table. Il faut pas oublier qu'on est dans un restaurant, et je vous disais en tout début de vidéo qu'on allait parler des précurseurs de ce qu'on appelle les restaurants à thème, donc c'est peut-être quelque chose qui est un tout petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais tout le monde connaît le Hard Rock Café, Hollywood Planet ou le Buffalo Grill. Et donc ces cabarets parisiens sont aujourd'hui reconnus internationalement comme les prototypes de ces chaînes. Alors jetons un coup d'œil au menu, et amis du jeu de mots, je vous préviens, vous allez être servis. En poisson, on sert de la sole pleureur. En enterré, vous l'avez, vous pouvez vous faire plaisir avec un 6 gigots rôti. Déjà un gigot en entrée, faut s'accrocher quand même, hein. On peut se faire des petits choux-pleurs en accompagnement, ou mon préféré, des hommes de terre en robe de chantre. Le tout évidemment en assistant à un Spectre Track Cancer, toujours là pour mettre la bonne ambiance. C'est un endroit qui a vraiment beaucoup fait parler de lui dans la presse. À noter d'ailleurs qu'ils ont aussi publié leur propre journal qui sortait tous les 13 du mois et s'appelait La Mort évidemment, dans lequel on retrouve des nouvelles, des chroniques, toutes bien sûr ayant pour thème le funèbre, le sépulcral, le sinistre. Dorville s'y décrit d'ailleurs comme fossoyeur en chef et ça sert aussi de guide des cabarets Montmartre 3, donc plutôt fair play avec la concurrence le gars. Comme c'était une vraie rupture avec ce qui se faisait à l'époque en termes de spectacle et de divertissement, ce cabaret a été interprété un peu de plein de manières différentes, mais de mon côté je trouve que c'est le journal La Justice qui résume le mieux cette affaire avec une phrase que je trouve très cool. Il plaît de voir dans le cabaret du néant le symbole de cette manière d'être, on consentira à servir des verres vides, mais on refusera les pièces fausses. On verra un peu plus tard comment et pourquoi il fermera, mais en attendant et maintenant qu'on s'est bien foutu le cafard, on va pouvoir remonter un peu le boulevard et passer à une autre adresse au 53 et monter au ciel. Alors là on change complètement d'ambiance, même si on reste dans la thématique de l'au-delà, on est maintenant dans un délire céleste donc, et c'est toujours Dorville qui est derrière ce nouveau cabaret, et là aussi c'est une info sur laquelle Wikipédia et la plupart des articles se trompent, et il ouvre ça vers 1896, 2 ans après le néant. Si quelqu'un me trouve une source d'époque qui prouve le contraire, postez-la en commentaire avec une petite insulte courtoise, et je serai ravi de la prendre en compte. Alors si le ciel ouvre en premier, très rapidement son voisin, sa contrepartie l'enfer, ouvrira juste à côté à la même adresse et ces deux établissements seront gérés conjointement. La plupart du temps quand on visitait l'un, on finissait ensuite chez l'autre, c'était même encouragé. On commence par monter des marches, c'est un cabaret qui est à l'étage, donc on a déjà cette symbolique de monter au ciel et on est accueilli par Saint-Pierre évidemment avec sa mastaclée du paradis. On arrive dans une immense salle qui reconstitue en fait l'intérieur d'une cathédrale. On se retrouve sous une grande voûte gothique et je vous propose maintenant des images assez exceptionnelles que vous ne verrez qu'ici et qui sont issues d'un défilé de Christian Dior, figurez-vous, qui a eu lieu dans les cabarets du ciel et de l'enfer en 1949 où il présentait ses robes du soir autour du thème tout trouvé de anges et diables. Vers 1898, 2 ans après leur ouverture, les deux cabarets du ciel et de l'enfer vont être repris par un autre type qui s'appelait Antonin Alexander et c'est lui qui va vraiment en faire des incontournables de la vie parisienne et touristique et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura une nette distinction entre la vibe du cabaret du néant qui est donc considéré un peu comme un attrape-touriste malfamé et celle du ciel et de l'enfer qui vont obtenir quelques lettres de noblesse au sein de la scène culturelle parisienne et notamment chez les surréalistes, on va voir ça dans un instant. L'idée générale du ciel était en gros de parodier la religion et d'y ajouter un peu de cul, ou du moins de l'érotisme. Alors ils vont créer une idole, Porcus, donc un cochon qu'on va retrouver un peu partout, ici en statue mais aussi sur les photos dans une incarnation que je trouve parfaitement terrifiante, et ce sera la figure qu'on fera mine de vénérer quand on visitera le cabaret. On va pouvoir participer à des banquets célestes sur cette grande table où on nous sert des nectars dans des coupes sacrées, les serveurs ont des ailes dans le dos, on vous asperge d'eau bénite et pendant le dîner on assiste à une suite de tableaux vivants qui décrivent les plaisirs du paradis, que ça soit de manière complètement humoristique ou avec une charge plus ou moins érotique, le tout sur des airs d'orgue ou de harpe, donc on est vraiment pas mal. Et visiblement Christian Clavier faisait aussi partie de la troupe. Voilà, petite info que je glisse ici. En 1949, le photographe Gian Mili, qui documentait la vie nocturne parisienne pour Life Magazine, publie 2 photos de l'intérieur où l'on voit notamment un de ces tableaux vivants un petit peu dénudés.
Après ce dîner des dieux, on va pouvoir monter au 2e étage, au véritable ciel, et là je laisse le Guide des plaisirs à Paris, publié en 1899, nous raconter ce qu'on y trouve. On pénètre dans une vaste grotte à la voûte dorée dans laquelle pendent 1000 stalactites d'or. Des anges vous apparaissent suspendus dans l'espace, des transformations inattendues et charmantes se produisent sous vos yeux. On se croirait vraiment transporté loin de cette triste terre dans des régions éthérées et sereines où toutes les femmes sont des anges. L'écrivain André Breton, qui habitait juste à côté, avait fait du ciel son QG pendant quelque temps avec ses poteaux surréalistes qu'on voit tous réunis sur cette photo prise par Man Ray himself en 1927. On y voit Louis Aragon, le dieu Porcus donc, et une main un petit peu plus que baladeuse là. Hein. On dit que c'est ici qu'il organisait ses séances de sommeil médiumnique ou d'écriture donc automatique. Alors une fois qu'on a atteint le Nirvana au 2e étage, Saint-Pierre vous guide donc ensuite vers l'établissement voisin, l'Enfer. Pas fou le Pedro. C'est la façade la plus impressionnante avec sa gueule monstrueuse en guise de porte. On se fait accueillir par un type déguisé en Méphistophélès, mot que j'ai appris au passage, c'est un des 7 princes de l'enfer, et qui vous balance un petit « Entrez et soyez damnés !» tout à fait rassurant. Et on rentre dans cette salle qui ressemble presque à une grotte avec ses sculptures flippantes partout au plafond, mais maintenant que c'est Antonin le proprio, on est quand même dans une ambiance beaucoup plus bon enfant et joviale que celle du cabaret du néant. On est vraiment là plus pour se marrer que pour se faire peur, comme en témoigne d'ailleurs le journal La Presse. Les trucs inédits présentés depuis hier dans le nouveau spectacle du Cabaret de l'Enfer ont été accueillis par d'immenses éclats de rire. À citer, la combustion et les transformations diaboliques des damnés choisis parmi les spectateurs, les apparitions infernales, etc. Tout cela est merveilleux et désopilant. Donc on est toujours sur les mêmes principes de technique d'illusionnisme. Dans un des numéros, on utilise d'ailleurs le fantôme de Pepper pour voir au travers de la cage thoracique d'un dompteur de verre solitaire, s'il vous plaît. Donc là, on est presque dans le burlesque à ce moment-là. Hein. Une autre des attractions qui faisait toute l'ambiance de ce cabaret, c'est cette marmite géante, la chaudière, dans laquelle les artistes venaient se produire en jouant de la guitare ou de la mandoline, et où les clients étaient aussi invités à faire mine de s'y faire bouillir. Du coup, grosse marade, grosse bamboche. Bizarrement, même si des 3 cabarets dont on a parlé, c'est celui dont la façade a été la plus photographiée, la plus documentée, c'est aussi celui à propos duquel j'ai trouvé le moins d'infos quant au déroulé des soirées, des spectacles, etc. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que l'accent était mis surtout sur l'aspect cabaret de la chose, et que l'ambiance était plutôt bon délire. Alors toutes les bonnes choses ont une fin, et celle du cabaret du néant aura lieu un petit peu avant celle des 2 autres, vers 1937, et pour une raison bien précise que nous résume très bien le journal La République. On faisait joujou avec la mort et avec le genre funeste parce qu'en réalité il ne menaçait guère les civilisations qui allaient paisiblement leur train. Mais aujourd'hui le cabaret du néant ne siège plus seulement sur un boulevard de Montmartre, il s'étend hideusement sur l'Europe et sur le globe. On parle évidemment des guerres, hein. La Première Guerre mondiale s'est terminée il y a à peine 20 ans, la guerre d'Espagne est en cours à ce moment-là, la guerre civile chinoise aussi, et du coup le thème de la mort fait plus trop marrer et ça peut se comprendre. L'enfer et le ciel tiendront quand même jusqu'après la libération, on lit un peu partout qu'il a fermé en 1950, moi j'ai pas pu trouver de source qui vérifiait ça de manière précise, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que c'est un monoprix, voilà, c'est très intéressant. Et à la place du cabaret du néant, on trouve aujourd'hui un sauna libertin. Donc après avoir fait flipper ses clients pendant des décennies, cette adresse est maintenant source d'un peu plus de plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, dites-moi en commentaire dans lequel de ces 3 cabarets vous auriez préféré passer une soirée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La grosse bise!